Mesdames et messieurs, bienvenue à Ça se discute sur votre chaîne de télévision, donc sur votre émission Le Grand Soir. Et je suis en compagnie de Cécile Tonokoy, administrateur culturel. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir le plateau et bonsoir nos chers téléspectateurs. Julio Tomentin, bonsoir à vous. Romuald, bonsoir, bonsoir au plateau. Je salue Cécile Tonokoy, bon, celui qu'on ne présente plus ici. Théodule Moussa, bien Théodule évidemment, Moussa il et est avec nous. à tous nos téléspectateurs tous qui nous suivent. Voilà, vous êtes juriste, vous. Théodule Moussa, il est bien évidemment un journaliste. Nous avons deux sujets à aborder avec vous aujourd'hui. Le premier sujet, cela concerne cette interdiction faite aux rois et chefs traditionnels de ne pouvoir pas participer désormais donc, aux rencontres politiques au Bénin. C'est à la faveur donc, d'une rencontre tenue le vendredi dernier à Alada, donc, par le biais du secrétaire général du Haut Conseil des rois du Bénin. Cette interdiction est faite donc, désormais aux rois de ne pouvoir pas participer donc, aux rencontres politiques. Quelle appréhension vous avez donc de cette décision du Haut Conseil des rois du Bénin, Cécile Tonokoy? Mais je pense que c'est une décision salutaire pour remettre les choses à l'ordre. Parce que si les garants de la tradition, les garants de nos valeurs intrinsèques, je veux parler des valeurs morales, éthiques et sociétales et spirituelles, se retrouvent sur la place publique, lorsqu'il y aura des différends, qui sera le rempart? Qui sera le dernier recours? Je pense que c'est une décision salutaire pour remettre les choses dans l'ordre, puisque de par le passé, ce sont eux qui sont nos derniers recours, mais lorsqu'on les voit de plus en plus sur la place publique en tant que soutien à telle politique, à telle autre, je pense que les jeux ne sont plus ce que ça doit être et nous assistons à ce que nous avions connu de par le passé où les règles de succession sont traficotées pour un X qu'on veut circonstanciellement alors que ce n'est pas ce qui est dicté par la tradition. Je pense que cette décision, elle est salutaire pour permettre à nos tête couronnée, de jouer vraiment et véritablement le rôle de gardien du temple pour que l'amalgame cesse de jour en jour. Et que, à cause de cette question politique, nous avons vu comment est-ce que des chefferies ou des royautés ont connu le jour comment je peux dire, in extenso, tout coin devient roi, on a son roitelet, on a son chef traditionnel, je ne sais quoi, Bon, parce que ça continue, mais... Ça n'a rien à voir avec les rencontres politiques. Oui, justement, c'est parce que la politique est devenue un élément de convoitise que tout ça se passe. Parce que dès que je suis roi, c'est que la politique passe par là, je récupère des rentes et là, je suis positionné ainsi de suite, où j'obtiens des faveurs par rapport aux politiques ou par rapport au soutien que j'apporte à un homme politique dans ma zone ou dans une autre zone. Donc ça a créé beaucoup de désordre de par le passé et je pense que c'est l'heure de mettre les choses à l'heure, dans l'ordre. D'accord. Julio Tomenti, est-ce qu'il n'y a pas une entrave quand même à un pays démocratique quand on sait que le roi, après tout, c'est un citoyen d'un pays? C'est un citoyen et on ne veut pas lui empêcher d'avoir des opinions ou des positions politiques. Seulement, il faut peut-être lire en fait cette initiative autrement. Moi, je ne parle pas d'abord en termes d'interdiction. Je vois ça comme les têtes couronnées se proposent en fait de se tenir loin de la politique. C'est ça parce que qu'ils vous souviennent que à l'issue de la rencontre avec le président Talon, je pense que c'était au cours du mois de mars, puisqu'il y a constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle, il faut que le Parlement agisse à travers une loi qui encadre mieux la chose et à la suite de cela, les décrets d'application vont intervenir pour repréciser davantage. Et donc, la chefferie traditionnelle avec le président Talon la dernière fois avait évoqué l'urgence de cette loi-là parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de prendre un certain nombre d'initiatives. Et donc, je considère que ce qui est dit aujourd'hui, c'est comme une proposition.
d'accord, faire à l'endroit du Parlement pour tenir compte de ce que est-ce qu'il n'est pas possible, d'accord, puisque c'est ce qu'il pense, est-ce qu'il n'est pas possible pour mieux faire les choses de tenir en fait la chèvre traditionnelle loin de la chose politique. Le Parlement verra si constitutionnellement la chose est possible. Comme vous l'évoquez si bien, les libertés individuelles permettent à ce que tout citoyen puisse, quel que soit son rang ou son titre, ce qu'il fait, puisse participer au débat public. Donc, il y a le devoir, quels sont les aménagements qu'il faut, mais en fait, l'idée d'abord, elle est salutaire. Maintenant, on va voir la faisabilité vis-à-vis de nos lois, notamment de notre constitution, si la chose est possible. Ce qu'il faut encore retenir, c'est Citon qu'on le dit si bien. Les têtes couronnées, ça devient presque comme une institution parce que c'est constitutionnalisé. Donc, ça veut dire aujourd'hui, on les a élevés presque au rang d'institution. À partir de ce moment-là, ils doivent incarner la République. Et en incarnant la République, il y a un certain nombre de pratiques qu'il faut chercher à extirper parce que on ne peut pas, c'est comme nous disons par rapport aux administrations, par ministère, on ne peut pas, par exemple, transformer une administration en chapelle politique d'un parti, et ainsi de suite. Or, vous avez par exemple peut-être quand on va catégoriser telle personne qui représente tel courant, d'accord, dans la chefferie traditionnelle, qui se trouve être peut-être membre d'un parti politique, ça va fondamentalement biaiser les choses. Est-ce qu'il n'y a pas lieu peut-être de voir autrement pour dire peut-être quand ils ont un certain nombre de responsabilités, ils ne peuvent pas interférer dans les faits politiques comme on le fait pour les hommes en armes, pour un certain nombre de cadres de personnes avant d'aller aux élections, avant de participer aux choses politiques, il faut avoir démissionné, il faut avoir ci, il faut avoir ça. En fait, pour que le jeu soit des plus clairs que possible. Il y a quand même une chose, quand on parle de il faut être loin, il faut que les têtes couronnées soient loin de la politique. Est-ce que déjà dans leur royauté, il n'y a pas déjà la politique qui est là? C'est vrai que la tradition y est, mais en réalité, la politique, c'est là de gérer, on le dit très souvent, une cité. Donc, la politique, être loin de la politique, est-ce que ce n'est pas un paradoxe? La politique d'aujourd'hui s'y est insérée. La politique d'avant, c'est la société qui était mieux gérée, je dirais, la royauté avec les hommes qui s'y trouvent, qui étaient gérés sans parti pris. C'est-à-dire les questions qui concernent véritablement la royauté et donc la société dans laquelle on se trouve. Ce sont ces questions qui étaient étudiées, discutées et de très bonnes décisions étaient prises. Mais aujourd'hui, c'est la politique qui s'y est mêlée. Parfois, vous verrez des chefferies qui sont installées du fait de la politique. Parce qu'on a des ambitions politiques, parce qu'on se dit que telle personne est de mon bord, il est avec moi, c'est mon gars, on fait tout, on s'impose, on fait tout pour qu'il soit élu, même si l'oracle ne l'a pas désigné, parce que tout part de là, il ne faudrait pas qu'on oublie, tout part de là aujourd'hui, voilà un peu. Moi, je me réjouis un peu de cette décision prise entre eux, rois, qui ont décidé de ne plus assister à ces rencontres en attendant que, je dirais, l'Assemblée ne décide véritablement du contenu de cette loi. Je crois que c'est déjà cette volonté de nettoyer l'écurie au sein d'eux, parce qu'ils le savent très bien qu'il y a parmi eux qui n'ont pas droit à cette place-là, à cette couronne, à ce trône de chef de quel ils n'ont même pas de territoire. Alors donc, au départ, vous savez, c'est la politique, sinon le politique qui les a amenés sur ce terrain-là. On se souvient qu'à à tout moment, on voyait que les chefs traditionnels allaient rendre visite au président, que ce soit pour des manifestations de sortie de telle cérémonie de pose de première pierre, ouverture de telle, ouverture de ci. Ils sont là, même pour les rencontres politiques, ils sont là, ce qui n'est pas du tout normal, ces rois. Donc, moi, je salue cette décision. Le reste, en ce qui concerne, comme l'a dit Julio, en ce qui concerne les libertés individuelles, quelle interprétation peut-on donner à cela et quelles dispositions, sinon quel comportement devons-nous avoir? Moi je pense qu'il vaut mieux séparer les choses, séparer véritablement les choses pour qu'on sache qui est qui fait quoi. Les têtes couronnées, on sait ce qu'ils sont,
Vous allez, par exemple, dans les pays d'à côté, au Ghana, au Nigeria à côté, même au Togo, la Côte d'Ivoire, ce sont des pays où la chefferie traditionnelle est respectée véritablement et ne se mêle pas pour autant de la politique. Les politiques peuvent venir à leur conseil, venir vers eux pour des conseils, pour des consultations, des analyses par rapport à leur être, à leur gouvernance. C'est des choses qui se font, mais pas au grand public comme cela se fait parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent, les moyens financiers qui sont en train de créer toutes ces situations que nous déplorons aujourd'hui. Très bien. Tout le monde veut de l'assainissement hein, au niveau des chefferies traditionnelles, de nos chefferies traditionnelles, mais aujourd'hui, le Haut Conseil des rois du Bénin prend cette décision. Quel effet cela pourra avoir quand on sait que ce n'est pas une contrainte donc légale? Quand je parle de légal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une loi, l'État n'a pas pris la décision, ce n'est pas un arrêté ministériel, ce n'est pas... quel effet ça pourra avoir? Parce que certainement, il y aura d'autres rois qui ne sont même peut-être pas des adhérents dans le Haut Conseil des rois du Bénin. Non, je pense que c'est une question d'image qu'il faut soigner et corriger. De par le passé, nous ne voyons pas des rois être invités, sortis de leur palais pour venir assister à des manifestations publiques d'un homme politique. Mais depuis un certain temps, cela est devenu la mode, où le roi qui est censé recevoir l'invité de son palais, c'est lui qui se déplace et qui vient voir les politiques pour s'exposer et donner leur avis ou je ne sais quoi sur quoi que ce soit. Donc, je pense que les jeux de rôle doivent être respectés pour que l'image de ce que nous connaissons des chefs traditionnels ou des rois puisse être vraiment restaurée dans sa commune mesure. Il est question également d'aller plus loin parce que lorsque j'évoquais la question tout à l'heure, vous voyez, nous avons aujourd'hui des chefs qui n'ont pas de territoire, qui n'ont pas d'histoire de royauté, mais qui aujourd'hui ont une couronne et se prétendent justement être roi de tel ou de tel autre. Ça, c'est des réalités galvaudées qu'il faut corriger pour soigner vraiment l'image de la royauté. Nous connaissons aujourd'hui, avec nos historiens, quels sont les royaumes que le Bénin a connus. Et donc, aujourd'hui, on peut restaurer... Et ces historiens se surprennent de ce qu'il y a d'autres royaumes. Oui, dont ils ne sont pas au courant. Vous voyez, donc il faut qu'on interroge l'histoire et que cette réalité puisse avoir droit de citer et que l'image que nous connaissons de ces gardiens de nos traditions, de nos us et coutumes puisse être vraiment une image respectée dans notre cité. Mais la question, quel effet cette décision du Haut Conseil des rois aura justement dans cet univers? Non, je pense qu'ils sont des personnes responsables. Et si entre eux, ils sont arrivés à une conclusion pareille et que cela dépend de la survie de la chefferie traditionnelle, ça va pouvoir prendre effet, ça va pouvoir justement faire bouger des lignes. Julio Tometi. Vous savez, les lois ne règlent pas tout. Donc, les ententes des hommes aussi règlent beaucoup de choses. Si ce qu'ils ont décidé entre eux, s'ils décident de l'appliquer, je ne pense pas qu'il y ait d'autres qui vont se mettre au travers parce que, en fait, nous sommes dans l'ère des réformes et il y a une réforme qui vient là. Puisque nous avons parlé de constitutionnalisation, nous avons parlé des lois qui viennent. Vous n'allez pas vous permettre de mettre tous les autres à dos parce qu'à un moment donné, il va falloir le soutien de tel pour que chacun puisse avoir occupé telle ou telle position. Donc, si ensemble nous avons décidé, je ne pense pas qu'ils sont assez chargés. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui vont faire autre ce qu'elle a décidé parce qu'ils n'oseraient pas mettre les autres à dos. Donc, on n'attendra pas forcément une loi pour respecter ce que soi-même on s'est imposé. C'est une sorte de contrat donc que l'on peut dire qui a force exécutoire entre les parties. L'autre chose qu'on peut dire, je me demande, on se dit si les têtes couronnées ne peuvent pas aller faire la politique, est-ce que la politique peut aller vers eux? de ces visites intéressées
que l'on a l'habitude de faire à l'égard de cette tête couronnée à la veille des élections, vous constatez souvent. C'est là où les gens commencent pas à savoir faire les génuflexions, pas à savoir faire les libations, mais comment dire, aux têtes couronnées, on va dans les palais pour avoir besoin de tel, avec caméra et tout, avec une masse de communication. Ça, ce n'est pas interdit. Puisque, non, en fait, puisqu'on parle de participation aux rencontres politiques. il faut. En fait, la rencontre politique, est-ce que la rencontre politique ne pourrait pas se déplacer au palais? Voilà. A dit, l'homme politique se déplace au palais avec un certain nombre de personnes pour avoir des rencontres, une séance tête à tête avec, le roi. Oui. Qu'est-ce qu'on dira? Comment on va apprécier ça? Est-ce que c'est une rencontre politique ou bien une rencontre de courtoisie? Quel nom va-t-on pouvoir donner à cela? Donc, c'est là que ça va être compliqué. Je me demande si les têtes couronnées ne peuvent pas aller vers la politique. Comment empêcher que la politique aille vers les têtes couronnées? Ça ne devrait pas poser problème quand on sait que quand vous venez quelque part, vous allez voir le chef de terre. Vous allez voir une autorité, je ne sais pas, une tête couronnée de la zone. Donc, ça ne devrait pas poser problème. Ça fait partie, bien évidemment, de ce que nous avons comme valeur sociétale. Oui, c'est ça qui sera utilisé, justement. Et vous savez comment ça a toujours été utilisé à la veille des élections. Je ne veux pas citer un certain nombre d'acteurs politiques, souvent même notamment à la veille des élections présidentielles. Vous voyez, en fait, les défilés, ça fait partie même des premiers effets de communication. Que tel, on dit même que tel a été accueilli plus que l'autre parce que c'est sa terre. Il a eu tel nombre de minutes de tête en tête avec le roi que l'autre n'a pas eu. Beaucoup de choses viennent par le passé. Maintenant, l'autre chose qu'on va dire, voilà l'acteur politique qui va et qui laisse des millions en partant. Quelle influence que cela pourrait avoir. Donc, il y a tellement de choses que, au-delà de ce que ces acteurs ne peuvent pas participer formellement à des rencontres politiques, il y a beaucoup d'autres choses aussi sur lesquelles... Il peut y avoir des contournements. Voilà, il faut avoir des contournements. Donc, il y a à avoir tous les contours de la chose. Si tant est qu'on veut tenir loin, et que si les lois et règlements le permettent de les tenir loin de la chose politique, ce n'est pas que sur la base des réunions politiques, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Et cette décision est prise aujourd'hui à près de 7 mois avant les législatives. Il y a tout de même aujourd'hui des tests grandeur nature qui attendent parce que déjà vous avez la tournée gouvernementale. Est-ce que ça veut dire que les têtes couronnées, les chefs traditionnels ne participeront pas aux tournées? Parce que cette tournée, il y aura des ministres, il y aura bien évidemment des députés. Et ça veut dire que les têtes couronnées ne participeront pas. Les législatives également sont là. Donc il y a des étapes pour pouvoir quand même faire tester un peu cette décision. Vous l'avez bien dit, c'est un peu à la veille des élections législatives que cette décision a été prise. C'est à dessein. L'autre chose, vous venez de citer la tournée gouvernementale sur la cherté qui s'annonce, d'autres rencontres également qui s'annoncent, peut-être que inauguration de telle chose, tel projet, autant d'actions qui sont en attente. Vous allez constater qu'au sein même de cette tête couronnée, cette décision ne sera pas facile à digérer. Beaucoup d'entre eux ne vont véritablement pas accepter cette décision. Il y aura des grands... Vous voyez un peu les têtes qui étaient de ce comité du Conseil national des rois qui ont tenu la réunion. Vous verrez que ce sont des anciens, des gens, des têtes couronnées qui ont un royaume, une terre, qui depuis de véritables rois, quoi. De véritables rois, en un mot, qui ont pris cette décision. Vous verrez que d'autres ne seront pas d'accord et ça va créer d'autres situations. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand la tournée sera annoncée, quand les ministres vont vouloir se déplacer dans cette localité, vous voyez. Et donc, je crois que en leur sein, il y a un travail qui doit être fait de sensibilisation parce qu'ils se connaissent. Les têtes, elles se connaissent, ces têtes couronnées, et savent qui est qui et qui est quoi, qui est un vrai roi, qui est un chef de famille ou chef de collectivité. Et donc, nous devons, autant que nous sommes, nous-mêmes, politiques ou population ou, je dirais, hommes de société, de la société, essayer de faire, parce que cette plainte-là, nous la posons, ces problèmes, nous les posons au quotidien. On se demande, mais est-ce que, même quand nous, au cours des cérémonies, on voit un frère ou un parent, mais on se demande, mais qui
mais vas-y, qui l'a élu? Il est roi de qui et de quel territoire? Cette question, on se pose parce qu'on connaît parmi nous qui veut toujours s'illustrer, dire qu'il est le représentant, la réincarnation de tel roi ou tel grand-père. Je crois que en leur sein, ce travail devra être fait. Et la grande question, je reviens là-dessus, qu'est-ce qui va se passer quand ces sorties seront annoncées? Est-ce qu'ils seront invités? Est-ce qu'ils ne seront pas invités? Est-ce qu'elles seront invitées? Oui ou non? Autant de questions, on verra bien. Ça revient. Le gros du travail revient donc au Conseil national des rois du Bénin, de faire l'essentiel. En attendant, le vote du loi qui sera, où sa mise en application sera beaucoup plus... Bon, au Conseil des rois du Bénin, parce que je comprends qu'il y a aussi un autre creuset, Conseil national des rois du Bénin. Voilà. Oui, je le tombe ici. Les législatives sont là et puis une tournée gouvernementale qui s'annonce. Non, je pense qu'il faut séparer les choses. Pour moi, a priori, une tournée gouvernementale n'a rien de politique. Ne devrait pas être comparée comme une n'a rien de politique. C'est une question, c'est l'exécutif qui veut communiquer, veut échanger, d'accord, avec la population sur les situations que nous traversons. Bien évidemment, voilà. Il y a des visées politiques derrière, parce que non, moi, on n'en est pas là. Moi, je n'en vois pas. Je vois simplement une question de gouvernance. Vous savez, ce que nous vivons actuellement peut être interprété diversement. Il y a des faits exogènes, mais il y a aussi des faits d'ordre interne. Parce qu'en fait, cette nouvelle gouvernementale, on vous dit ce sont les ministres, ce sont les députés. Quelqu'un a tenté de justifier en disant oui. Nous disons par exemple que les fonctionnaires le disent. On nous a promis une augmentation, mais c'est un abattement dont on a été l'objet à travers le Code général des impôts. Donc, qui mieux peut expliquer ces choses-là si ce ne sont les ministres et les députés qui ont voté cette loi-là. Et donc, il faut que peut-être nous comprenions tous en fait quelles sont les causes de ce mal-là, pour avoir, comment dire, une certaine prédisposition à la résilience, comme nous sommes un peu habitués. Donc, c'est une question simplement de communication. Je ne vois pas l'effet politique, c'est vrai. On tentera toujours de trouver, en fait, le politique entre la gouvernance publique et la politique, d'accord, la politique partisane. Il y a pas, le fossé n'est pas trop grand. Donc, on trouvera toujours, comment dire, des subterfuges. Donc, c'est pourquoi même, j'ai bien l'impression que les gens ont compris ça et ont tenté de redéfinir les choses. Parce qu'en fait, cette tournée avait été annoncée, devait déjà commencer. J'avais bien vu des affiches déjà. Et à un moment donné, on a su soit ça. Je pense que c'est pour des questions d'organisation. Et on a dit maintenant la responsabilité des ministres par zone. Je pense que dans le littoral, c'est le ministre Koupaki, par exemple. Donc, de la tournée. Non, nous parlons de la tournée. Donc, en fait, je pense en fait qu'il faut séparer la tournée des faits partisans. Donc, nous sommes ici dans une question de gouvernance publique, de contact avec la masse. Et donc, l'autre, ce dont nous parlons et qui est le sujet central ici, c'est la politique partisane qui, nous pensons, il faut les séparer. On ne va pas dire, par exemple, que la royauté ou bien la chefferie ne va pas, soit même au premier loge, en fait, lors de ces rencontres, parce que la communication, ils sont aussi des vecteurs de communication en matière de gouvernance publique. C'est pourquoi j'insiste sur la question de gouvernance politique, il faut séparer des questions partisanes. Très bien. C'est citoyen quoi, les législatives qui sont là. Comme l'a dit Julio, le fait des législatives n'explique pas ou ne justifie pas cette tournée-là. Ça, c'est clair. Deuxième élément, les chefs traditionnels, qu'on le veuille ou pas, sont des citoyens. D'une façon ou d'une autre, ils ont leur vision politique. Mais ici, ils jouent un rôle. Et ils doivent travailler à sauvegarder justement l'image qu'on doit revoir à travers le rôle qu'ils incarnent ou la fonction qu'ils incarnent. On ne peut pas les voir à travers ce rôle-là aller faire campagne politique vertement à un bloc ou à un autre. Ça, c'est ce qu'ils se sont interdits. Ils ne peuvent pas le faire. Et s'ils le font, ils dénient tout de ce qu'ils font comme rôle ou de l'incarnation de la valeur qu'ils représentent dans la société. Donc, aujourd'hui, ils se sont dit eux-mêmes que nous allons nous écarter de la chose. Publiquement, en termes d'image et autres, ils vont pouvoir
restaurer ce qu'ils peuvent le faire. Mais on ne peut pas leur empêcher d'avoir leur opinion politique en tant que citoyen de l'État. Ça, on ne peut pas l'empêcher. Très bien. De toute façon, le Haut Conseil des rois du Bénin s'engage désormais à, comme toujours, à promouvoir la paix sociale, parce que la paix n'a pas de couleur, puisque c'est ce qui ressort un peu de la déclaration. Quand oui, la paix n'a pas de couleur et ils sont, je peux dire dans nos communautés même, les premiers vecteurs de paix ou bien les premiers sages, si l'on peut dire, ils sont les recours, ils sont les remparts en cas de dissension. C'est pourquoi il faut vraiment les tenir loin en fait de ce qui peut mettre en péril en fait cette cohésion, bien cette image qu'ils représentent. Parce que vous savez, le chef traditionnel qui devient membre d'un parti politique, nous avons vu quand le fait était sorti aujourd'hui, j'ai vu une image circuler, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, un acteur qui vraiment, je ne sais pas quelle est sa position, mais qui intervient vertement, mais qui devait faire une déclaration d'appartenance à un parti politique aujourd'hui. C'est le docteur Hazard. J'ai vu l'image rapidement, je ne sais pas si elle est vraie ou ces trucs-là. Et donc, je me dis, et quelqu'un pose la question de savoir même, et les chefs traditionnels qui sont des membres de partis politiques, ils vont faire comment? Est-ce qu'il y a lieu peut-être de démissionner, de faire ou bien de ne plus participer aux activités ou bien que le parti va se résoudre à les exclure? Mais ce qui est indéniable, c'est que la position qu'on a voulu donner aujourd'hui aux chefs traditionnels, ça mérite en fait que des précautions soient prises pour ne pas créer l'amalgame en fait. Donc il est essentiel. Je ne connais pas toute la portée, où j'ai toujours dit si c'est possible de le faire, mais il y a véritablement lieu de mettre les garde-fous pour sauvegarder en fait l'architecture que nous entendons mettre en œuvre pour restaurer quelque peu l'image de ce que devaient être nos communautés depuis au-delà à côté de la modernité. Voilà. Donc, de toute façon, les lois et les décrets d'application, puisque le président du Haut Conseil également l'a notifié, donc l'avènement des lois, de la loi et puis des décrets d'application pourra permettre quand même à la chefferie traditionnelle de mieux trouver son ancrage au niveau de l'institution, de nos institutions. C'est d'ailleurs ça la volonté du gouvernement. C'est vrai que cette loi datait de quelques années. Le gouvernement du président Patrice Talon est revenu remettre les choses sur le tapis, réchauffer, revoir un peu le contenu. Je crois que oui, nous en avons besoin aujourd'hui au Bénin, que la chefferie traditionnelle soit véritablement institutionnalisée, respectée, structurée. Bon, c'est constitutionnalisé déjà. Oui, c'est déjà fait. Ça reste les décrets d'application. Les décrets, voilà. Oui, mais il faut qu'on passe au vote de loi des lois qui doivent tout mettre en œuvre et signer les décrets d'application. Je crois que nous en avons besoin pour que l'assainissement soit véritablement fait à ce niveau-là. Ça donnera d'autres ouvertures à notre chefferie traditionnelle. On verra clair dans les choses et c'est le gré de l'ivraie. Très bien. Merci beaucoup à vous, chers invités. Notre deuxième sujet, c'est celui-là qui concerne l'organisation de la COP 15. Il s'agit donc de la conférence des partis 15 cette fois-ci, ce n'est pas sur le climat, c'est plutôt sur la sécheresse et la désertification. Cette conférence des partis est moins connue que sa grande sœur, celle sur le climat. Donc aujourd'hui, l'Afrique a quand même le privilège d'abriter la COP 15. C'est Abidjan, donc c'est la Côte d'Ivoire qui abrite depuis ce matin, donc la COP 15 jusqu'au 20 mai. C'est une bonne nouvelle. C'est la première fois d'ailleurs que l'Afrique abrite une conférence internationale comme celle-là. Non, moi je pense que ce n'est pas un effet du hasard de voir justement la Côte d'Ivoire abriter cette grande rencontre qui va débattre des questions liées à la gestion de la sécheresse et de la désertification sur le continent et dans le monde entier. Et la Côte d'Ivoire est quand même
une nation où l'agriculture a une part importante dans la vie de ses populations. Et donc, ce poids-là est vraiment l'élément moteur qui peut justifier qu'on choisisse justement le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter cela. D'ailleurs, on a parlé de l'initiative d'Abidjan. Ça veut dire qu'il y a un contenu qui est vraiment d'une importance capitale pour que les nations puissent se retrouver à Abidjan pour réfléchir sur comment lutter contre la désertification et la dégradation des sols. Parce que le sol, lorsqu'il est dégradé, ne pourra pas fournir justement les substances nutritives pour que l'homme puisse s'alimenter. À partir de ce moment-là, cela causera beaucoup de problèmes d'ordre économique et sanitaire. Donc, c'est pour sauvegarder un certain nombre de choses pour que les nations se retrouvent, pour qu'à l'initiative d'Abidjan, on puisse trouver des solutions idoines à ces phénomènes-là qui nous guettent tous les jours. La désertification, elle est là. La sécheresse, elle est là. La réduction de la production, de la productivité des sols est également une réalité. Nous avons également les effets de l'industrialisation à outrance, de l'exploitation à outrance des sols qui nous guettent aussi. Donc autant de problèmes autour desquels les experts qui sont réunis à Abidjan vont réfléchir pour essayer de trouver des solutions qu'il faut et de relancer la production agricole sur le continent et dans le monde. Je ne sais pas si vous avez lu cette image qui a été donnée au Bénin et à la Belgique où on parlait de l'avancée de la déforestation dans le monde. On parle à peu près de 12 millions d'hectares de forêts qui disparaissent chaque année. Et cela donne lieu à une image, on compare tout ça au Bénin et à la Belgique, mais toujours est-il que millions d'hectares de forêt chaque année dû donc à la désertification. Oui, et tout ça, ce sont les œuvres humaines qui sont à la base de cette déforestation, de cette sécheresse auquel nous assistons. N'oubliez pas qu'il y a la démographie, la densité de la population. La population qui, au jour le jour, augmente et on a besoin d'espace pour peut-être pour construire des maisons, ériger des entreprises, en tout cas apporter ce qu'il faut pour le développement de nos localités. Ce sont des terres, il faut aller à cette exploitation. Moi, je pense que oui, Réunion, parfois, je me pose la question, est-ce que ça, excusez-moi le thème, ça c'est mon avis, et ça n'engage que moi. Est-ce que quelque part, c'est pas de l'hypocrisie ou nous savons très bien que ce sont les hommes qui sont à la base de ces problèmes et quelle réflexion voulons-nous apporter? Quelle solution qu'on n'a jamais trouvée depuis, puisque nous produisons, il y a la natalité qui augmente, le taux de natalité qui augmente au jour le jour. Dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être si nous disposons, je donne un exemple, si nous disposons d'1 600 000 de terres disponibles, peut-être dans 5 ans, 10 ans, on n'aura plus les 1 600 000. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les autres alternatives qu'il faudra trouver pour régler ce problème? C'est là la grande question. Toujours est-il que, bon, c'est classique, c'est classique, oui, il faut tenir des réunions, réfléchir. Les réflexions, il y en a qui sont là, qui peut-être n'ont jamais été mises en application, du fait peut-être de manque de volonté des uns et des autres. Voilà un peu moi, ma position qui est strictement personnelle, et ça n'engage que moi. Jules Tomati. Je me demande si les gens vont pouvoir se dire la vérité une fois. Parce que vous estimez que les autres fois, la vérité ne Non, ils ne se disent pas la vérité. On fait de ces conférences-là, de ces sommets-là, pour parler le beau français, sur les objectifs qu'on n'atteint jamais. On connaît aujourd'hui, en fait, presque les causes. Je ne suis pas d'accord, toi, avec Théodore, qui parle de la démographie, des effets de la démographie. La démographie, c'est un fait indéniable. Tout ce que la démographie peut engendrer, c'est quelque peu, la recherche de nouvelles terres fertiles, qui est aussi, en fait, une cause de la désertification, qui a comme conséquence quelque peu la sécheresse, parce qu'on ne peut pas délier les deux. Mais les deux autres facteurs les plus importants, c'est l'exploitation minière. D'accord, c'est l'exploitation minière et la collecte de bois. Qui sont ceux qui font de cela? Ce n'est pas l'Afrique. Ce sont les grosses industries. Si vous pensez, vous savez,
le nombre de bois qui entrent par le port tous les jours, vous allez tomber des nues. Ce n'est pas nous. Ils le savent d'une certaine façon. Quand on parle, c'est pourquoi en fait, ces questions, moi je pense que ces questions doivent devenir des sujets centraux. Mais ça n'a jamais été le cas. Vous savez, les autres, à un moment donné, ils ont fini de régler un certain nombre de problèmes. C'est pourquoi ils se sont penchés sur des questions en fait liées à l'environnement. Vous avez aujourd'hui les partis des Verts, des partis écolos. Parce qu'on se dit que si on ne prend pas garde très vite par rapport à ce qui se passe, nous risquons d'hypothéquer l'avenir. Et donc, c'est l'avenir de l'Afrique qui est en train d'être hypothéqué. Je me demande aujourd'hui si le fait de faire ces sommets en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, aura un impact. Est-ce que les gens, peut-être en étant chez eux, auront plus la liberté de dire ce qu'il faut, de contrôler davantage, de mettre en œuvre les mécanismes nécessaires pour ne serait-ce que limiter en fait de désastre. Nous parlons de ça. Nos plus grandes réserves minières, qui sont ceux qui les exploitent, nos bois, qui sont ceux qui les exploitent. Quelle industrie nous avons au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, qui fabriquent les meubles? Nous avons quelque peu qui utilisent une infime partie en fait des ressources. Et donc, tout ce sont les grosses industries. Qu'est-ce qu'on fait pour limiter? Parce que les gens aujourd'hui, chez eux, ils font des réserves. Ils savent qu'ils ne peuvent plus faire de la déforestation, être auteurs de la déforestation jusqu'à un certain échelle chez eux. Donc ils savent ça. Les gens ont mis des mécanismes pour protéger en fait ce qui est bien naturel chez eux. Et donc ils savent maintenant que, comme au bon vieux temps, l'Afrique demeure en fait une terre fertile pour venir, excusez-moi, en fait, la grossièreté des mots, pour venir foutre le bordel. En fait, c'est de ça. On vient tirer simplement son profit. J'espère bien que les gens vont se dire, au moins pour une fois, parce que nous sommes en Afrique, Romier le disait, c'est une première qu'une si grande conférence des chefs d'État et de gouvernement se tient. Ça va être 168 pays ou 169 196 pays. 196 pays attendus. 5000 délégués. Donc, j'espère que les gens vont se dire véritablement la vérité et toucher du doigt et ne pas faire toujours, en fait, les discours diplomatiques, d'accord, qui ne servent qu'à voiler la réalité pour, en fait, se plaire dans cette hypocrisie diplomatique. C'est vrai que vous avez quelques réticences, effectivement, qui peuvent se justifier. Mais l'autre chose, c'est que nos États ne sont pas épargnés des affres de la déforestation ou de la désertification. Parce que cette image, ça a été donnée aujourd'hui lors de ce lancement par le président ivoirien, qui disait que dans les années 1900, par exemple, la Côte d'Ivoire disposait de 16 millions d'hectares de forêt. Et qu'aujourd'hui, il reste 2,9 millions d'hectares de forêt. Et que très bientôt, certainement 2050, il y aura peut-être plus de forêt. Vous savez qu'au Bénin également, nous ne disposions plus tellement de superficie de forêt. Donc, l'œuvre agricole amène aussi à ces résultats. Oui, on est d'accord. Non, on est d'accord, mais le sol fertile est un élément indéniable. Oui, mais l'exploitation du sol sur le continent africain, et je rejoins Julio sur ce fait, n'est pas que du fait de l'exploitation agricole par les Africains. Il y a l'exploitation industrielle de nos réserves forestières par les puissances industrielles. Nous avons accepté. Oui, évidemment, c'est là justement la responsabilité de nos États qui vont être engagés. C'est là où on doit pouvoir trouver le mécanisme qu'il faut. Lorsque nous acceptons de libérer un certain nombre de nos forêts, il faut que nous ayons également une politique de reboisement qui permette une régénération de ces forêts-là et pour que nous constituions des réserves pour nos pays, pour que, en termes de développement durable, nous puissions justement utiliser ce que nous avons vu et de les réserver également pour les générations futures. Mais lorsque nous ne mettons pas en place ces mécanismes et que nous travaillons simplement à exploiter nos forêts, nous risquons justement de mettre en péril le développement des générations à venir. Et c'est là justement la question. Et il faudrait justement trouver les mécanismes qu'il faut pour empêcher cela. Et lorsque nous sommes dans une situation, nous connaissons les tenants et les aboutissants, il faut vraiment aller aux solutions, vraiment choc pour endiguer le phénomène. Aujourd'hui, alors, quelles sont les solutions choc?
c'est de réfléchir. C'est de cesser Il y a en fait un certain nombre de solutions déjà au plan interne que moi j'ai lu dans les dispositions de notre code de manière les fonciers, que par rapport aux questions de terres fertiles, il y a des zones qui sont déclarées zones agricoles, dans lesquelles vous ne pouvez pas aller construire, dans lesquelles vous ne pouvez pas aller prendre 500 mètres de parcelle. Parce que quand on prenait 500 mètres de parcelle, c'est pour aller construire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on constitue une réserve, on sait que ça, c'est là pour les besoins agricoles. On n'ira donc pas aller chercher autre chose pour être en train d'être auteur de déforestation. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de précautions, en ce qui nous concerne, pour ce que je sais, qui sont en train d'être prises. Et donc, au niveau de chaque État, je pense que les gens doivent faire le point, en fait, de leurs réserves, en termes de forêt, en termes de tout là, pour déterminer les besoins à moyen et long terme par rapport aux terres, parce que, vous savez, nous sommes en train de le dire, parlons de la faim. Donc, on ne peut pas empêcher, d'accord, les agriculteurs. on peut empêcher le truc là, la production agricole. On ne peut pas l'empêcher, mais en le faisant, qu'est-ce que nous faisons pour préserver en même temps, en fait, notre couche ou nos forêts, qui a aussi même un effet sur nos productions agricoles, parce que quand il y a la sécheresse, la production agricole s'en trouvera forcément affectée. Donc, on doit pouvoir faire un inventaire de tout ce que nous avons en termes de réserve. Pour se dire, nous avons tel nombre d'hectares, ou bien de tout là, tel milliers ou millions d'hectares, terre agricole, telle forêt, et faire l'évaluation pour voir en fait comment faire pour que l'un n'entrave pas l'autre. Maintenant, au-delà de ça, c'est ce qui nous revient à faire à l'interne. Au-delà de ça, comment faire pour endiguer les affres en fait de cette diplomatie industrielle qui vient nous envahir, parce que là, en fait, ce n'est généralement pas en fait des discussions entre industriels ou bien entre sociétés ou bien multinationales et États. C'est les États de ces industries-là qui interviennent directement. Donc ça devient en fait une discussion diplomatique. En fait, les sociétés disparaissent. C'est-à-dire quoi? Le Bénin a une industrie de bois, donc c'est le gouvernement béninois qui va aller démarcher peut-être au Nigeria pour dire nous avons besoin de ci, nous avons besoin de ça, nous avons besoin que vous nous concédez ci, et sur la base de ça, nous vous donnons ci, et ça. Donc, comment faire pour endiguer ces affres-là? Ou ne serait-ce que pour dire, bon, si on est 20 ans ou 30 ans, plus rien ne sort en termes de ci, de ça. C'est vrai, ça va empiéter un peu sur la balance commerciale, mais c'est, comment dire, le sacrifice à faire pour préserver l'avenir. Mais l'autre chose, nous avons, je me souviens même, ça avait fait polémique au Bénin, où on avait souhaité quand même qu'il y ait une forte industrialisation au Bénin, que nos matières premières, ce que nous exportons le plus souvent, que des choses soient transformées par ici, bien évidemment. Donc on souhaite que nous ayons des industries, alors que nous courons également ce risque-là, Théodule Moussa. Tout ceci, au fait, c'est la politique de développement, c'est la mondialisation qui le demande. Oui, il n'y a pas, nous avons des ressources, nous en avons. Alors, notre souhait, c'est qu'il y ait de ces industries. C'est pas pour rien que de l'autre côté, la zone de Glodugui est en train de se mettre en place. Là, ce sont de grandes industries qui vont s'y installer et bien d'autres en projection. Mais ce n'est qu'une réalité. Maintenant, quel est le mécanisme, quelles sont les réflexions qu'on pourra mener pour qu'il y ait réduction de tout ce que cela peut comporter comme effet négatif sur la population. C'est de ça qu'il s'agit. Quoi qu'on dise, on ne peut, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous voulons du développement, nous voulons aller loin et être au pas de la mondialisation. Ça suppose quoi? Qu'on ait de grandes entreprises. Aujourd'hui, je donne l'exemple de l'électricité, qui aujourd'hui est d'une densité assez forte. On veut désormais qu'au lieu que le coton qui est produit ici de première qualité, de très bonne qualité, soit vendu ailleurs, que ces industries s'installent pour les transformer sur place. Alors, ça suppose tout ce que nous sommes en train de dire. Il y va d'autres entreprises. Nous parlons on a annoncé très prochainement l'installation d'une nouvelle industrie de clinquet, voilà, avec ses réalités et bien d'autres choses. Dans notre sous-sol, on a assez de ressources. Il y a un tableau qui a été présenté par rapport à tout ce que nous avons. Voilà.
Alors tout ça, ça joue sur l'environnement, ça joue sur l'humain, ça joue sur ce que nous sommes en train de construire. Je crois que on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Dans la production agricole, les femmes interviennent beaucoup. Oui. Et donc, les femmes sont appelées également dans cette synergie d'action contre la désertification. Oui, c'est une action conjuguée de tous les acteurs, les femmes en premier. Mais au-delà des femmes, je voulais revenir sur la réalité. Ce n'est pas parce qu'il y a la désertification ou la déforestation que nous n'allons pas créer des industries chez nous en Afrique. Non, loin de là. La valeur ajoutée doit être créée sur le territoire pour pouvoir booster notre économie. Donc, on ne peut pas interdire à cause de ça de faire. Donc, c'est d'aller de façon rationnelle et de savoir qu'est-ce que nous mettons dans l'industrialisation et face à ce gap, qu'est-ce qu'on met en place pour conserver et réajuster les tirs. Maintenant, par rapport aux femmes et autres qui agissent, c'est clair que leur action au quotidien pour gérer, pour la production agricole, aller chercher du bois de chauffe et tout ça, dans leur milieu naturel, ils n'ont que ça. Ils ne peuvent que l'exploiter à volonté. Maintenant, si à l'échelle, ça détruit, il va falloir qu'on leur trouve également des solutions alternatives pour les bois de chauffe, l'exploitation du sol. Et lorsque le sol également est exploité ou surexploité, il y a justement des politiques alternatives d'amendement des sols qu'il faut ajouter. Et pas forcément aller vers des solutions chimiques. Mais il y a de ces techniques-là que nos grands-parents utilisaient pour amender le sol et toujours que les sols soient fertiles. On peut aller vers ces solutions-là pour permettre et sensibiliser davantage les femmes sur les effets. Maintenant, en termes de bois de chauffe, s'il y a d'autres alternatives qu'il faut leur indiquer pour qu'ils ne puissent plus abattre les arbres comme il faut et conserver la forêt en l'état, je pense que c'est aussi le moment de le dire. Mais il faut également dire que la sensibilisation doit permettre, par rapport à ce qui se faisait de par le passé, la chefferie traditionnelle dont on parlait tout à l'heure, il y a des mécanismes qui permettent de conserver nos forêts. Lorsqu'on déclare que cette forêt-là est sacrée, est sacrée, ça empêche tout individu de la communauté d'aller là-bas pour faire des désordres. Donc les arbres sont conservés et on y fait des rituels et on empêche les gens de le faire. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ça manque. Ça manque aujourd'hui à cause de l'urbanisation et à cause de tout ce que nous avons cité là comme cause. Donc on peut remettre également ces façons, ces modes de conservation à l'ordre du jour et permettre de restaurer un peu nos forêts à travers ces réalités-là. Donc c'est autant d'alternatives qu'il ne faut pas occulter. Donc, tout à fait, la restauration des terres dégradées, la restauration des forêts. Oui, en fait, c'est comme on le dit, normalement quand vous coupez un arbre aujourd'hui dans le contexte dans lequel nous sommes, vous devez en planter deux d'une certaine façon pour comment dire, préserver l'équilibre écologique d'une certaine manière. La question de l'industrialisation, je l'ai entendu quelque part, quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si la chose, on dit le Bénin ne peut pas consommer même en 10 ans 5% de son, comment dire, de ses ressources. En fait, ce dont nous parlons, ce n'est pas l'exploitation, mais c'est l'exploitation, comment dire, ambiante, c'est l'exploitation à outrance. C'est-à-dire, et l'industrialisation dont nous parlons aujourd'hui, là, c'est quoi? C'est comment transformer notre tomate, comment transformer sur place notre ananas. Nous ne sommes même pas encore à ces grandes échelles de trucs là. C'est comment transformer notre tomate, notre ananas, nos oranges, parce que quelqu'un a dit d'une certaine manière que nous sommes l'un des rares pays, l'Afrique, l'un des rares continents où il n'y a pas une synergie entre la production agricole et les industries, où on produit, le paysan produit son ananas rien que pour vendre à la consommation et non pour que ça soit transformé d'une certaine façon. Donc, ce dont nous parlons, ce n'est même pas encore ça, parce que pour que le Bénin atteigne ce dont nous parlons là, il faut une industrialisation à grande échelle sur 50 ans, 100 ans avant que nous n'arrivions là. Mais là, on ne peut pas dire que si nous allons à l'industrialisation, nous allons que nos réserves forestières... Non, vous avez évoqué ce qui conduit, pas que le Bénin, puisque nous parlons de la COP 15, donc pas que le Bénin, les pays africains, puisque c'est l'Afrique qui accueille aujourd'hui justement cette réunion. Voyez-vous, je vais vous donner un exemple. Vous êtes au Bénin et 5 ou 4 autres pays industrialisés doivent s'approvisionner chez vous. Vous allez vous assister, c'est ce dont nous parlons.
C'est-à-dire qui ont déjà une forte industrialisation dans différents domaines, vont s'approvisionner chez vous. Vous ne pouvez pas suivre. C'est ce dont nous parlons. C'est-à-dire au moment où nous avons besoin juste de 5% pour notre industrie, qui peut-être même dans 10 ans, les autres auront besoin de 95% en ce moment-là. On ne peut pas tenir. C'est ce dont nous sommes en train de parler. À un moment donné, il faut faire, comme on le dit, un blocus sur en fait nos réserves, pour voir peut-être en 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce que ça va donner, histoire de voir quelle orientation stratégique donner à ça. Mais ce qu'on dit, on ne peut plus continuer tel que nous faisons en pensant que les sommets vont résoudre. J'ai lu le mot de Alassane Ouattara qui dit agissons vite, agissons ensemble. Moi, j'ajouterai agissons bien. D'accord? Donc, je ne pense pas que ça soit dans la vitesse, ni dans comment dire dans la vitesse, dans l'urgence, ni dans le fait dans une sorte de coopération, dans une sorte de coopération hypocrite. D'accord? C'est pourquoi je dis agissons bien. Julio Tomatin, vous n'oubliez pas que il y a de plus urgent aujourd'hui à préserver notre atmosphère, notre couche, un certain nombre de choses, parce que justement peut-être que l'Afrique semble être épargnée, mais véritablement... L'Afrique est victime aujourd'hui parce que agissons. La plupart des pays, puisque vous ne trouvez pas l'urgence, même leurs citoyens, et sur ça, beaucoup d'acteurs politiques se basent sur ça maintenant pour attirer l'électorat. Quelles sont les questions qui intéressent la masse? Quelles sont les questions qui intéressent? Est-ce qu'aujourd'hui c'est les questions d'environnementaux? Est-ce que c'est les questions industrielles? Est-ce que c'est les questions de santé? Et c'est sur ça en fait qu'on voit l'opinion publique. Et les gens utilisent ça aujourd'hui. Et certains pays ont montré clairement leur position. Ça veut dire quoi? Si par exemple au Bénin, nous, on se dit aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est la préservation de nos forêts. Et qu'un parti politique s'illustre en défenseur de ça, ça va devenir une opinion qui va gagner en fait la masse. Et les pouvoirs publics seront obligés en fait d'y tenir compte dans leurs différents engagements qu'ils prennent. C'est ce dont nous parlons en fait, que ces questions-là deviennent des questions. Agissons vite, agissons ensemble, mais agissons bien. Oui, là, moi, la question que je me pose, je l'ai ébauchée dès ma première prise de parole. Non mais écoutez, aujourd'hui, quand le président Alassane Ouattara parle de agissons vite, agissons ensemble, mais agissons vite ensemble qu'on a? Quelle réflexion veut-on qu'on mène encore? Le reste, c'est une question de volonté politique. Tout ce qui favorise la désertification, la sécheresse, c'est le pouvoir public. Les coupables vont s'asseoir. Il faut jouer à l'hypocrisie. C'est ça, il faudrait qu'on soit... En fait, on va pas traiter... Non, en fait, c'est une bonne initiative, mais les réflexions sont là, les résolutions sont là. On sait ce qu'il faut faire. Finissons avec les rencontres. Ce serait précipité de pouvoir dire ce qu'on peut recevoir comme résolution. Nous avons 1 million et quelques, plus de 150 millions et quelques, il y a quelques années, mais aujourd'hui on est à 2,9. Mais qui sont les responsables? Qui sont responsables de ça? Mais il faut se poser la question. Et donc ne jouons pas à l'hypocrisie. Disons-nous la vérité, agissons vite, agissons ensemble. Et bien, c'est-à-dire bien, ayons la volonté de corriger les choses, de faire ce qu'il faut faire pour qu'on ait véritablement la paix. Finissons avec ça. Pourquoi cette la réticence? Alors qu'on volonté d'exploitation continue, il faudrait qu'on cesse. On n'est qu'au premier jour des travaux. Non, mais il y a une chose qui est claire. Hein. Quand nous partons... On ne parle pas du climat, on est en train de parler là de la désertification et de la sécheresse. Lorsque nous partons... Ce n'est pas la même thématique, les mêmes thématiques. Écoutez-moi. C'est pas les mêmes, mais la différence sur le climat, on donne quoi jusque-là? Écoutez, la même chose, lorsque vous en arrivez à des politiques qui empêchent l'État même d'être propriétaire des forêts, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est ça la réalité. Quand on fait l'état des lieux, il y a des politiques aujourd'hui qui se passent dans des pays africains où l'État même n'est pas propriétaire des forêts. On fait des concessions sur des dizaines d'années et c'est le pays industrialisé qui vient avec des propriétaires terriens mettre en place leurs forêts. Et ils ont leur droit d'exploitation sur ces forêts-là. Et ça se passe de l'autre côté du Gabon. Donc, à partir de ce moment-là, les États ne sont pas propriétaires de ces forêts. Et ils peuvent être sur leur territoire. On peut détruire ces forêts à contre-courant, à temps et à contre-temps. Mais l'État ne peut rien faire parce que l'État s'est déjà
lier les mains dans la conclusion de ce partenariat. Donc, à partir de ce moment-là, ces réalités-là ne peuvent pas ne pas être mises sur la table pour qu'on puisse parler. C'est pour ça qu'il faut que, dès l'entame, il faut qu'on clarifie les choses et que chacun puisse savoir quelle est sa responsabilité et comment faire pour corriger le tir. C'est des contrats qui se font à volo, bilatéralement ou multilatéralement. Ça dépend des lobbies qui sont mis sur ces pays-là pour que ces contrats-là soient signés. Et in fine, ça bénéficie. À qui profite le crime? C'est ça. Ah oui, il faut... En griffe le crime. En griffe, oui, en griffe. Bon. Puisque aujourd'hui, on dit qu'on n'a plus de forêt. Aujourd'hui, il y a la sécheresse. Et ça a des conséquences dramatique. En parlant de la cherté de la vie, l'inflation des coûts, des produits vivriers qui aujourd'hui ne sont plus en quantité suffisante pour l'alimentation de la population. Tout ça, c'est des problèmes liés à ce dont nous parlons. Donc, il faut qu'on pose vraiment les vrais problèmes au lieu de venir développer des théories et comme on a l'habitude de voir. Il faut que les vrais problèmes soient posés et que les vraies solutions suivent. Je voudrais vous rassurer, les vrais problèmes seront posés. Nous ne sommes pas contre l'initiative d'Abidjan, COP15, nous ne sommes pas du tout contre, il faut réfléchir à cela, mais nous répétons que les réflexions sont là, les solutions sont là, et il faut aller à l'essentiel, accompagner tout ceci d'une volonté politique franche et sincère. Très bien. Merci beaucoup, chers amis. On se retrouvera peut-être le 20 mai au terme donc, des travaux de la COP 15 sur la sécheresse et la désertification. Pour décrypter les résolutions. Tout à fait, pourquoi pas. On en parlera. Voilà. Aujourd'hui, quelqu'un a dit la meilleure façon de ne pas régler un problème, c'est de pas des résolutions. Aujourd'hui, c'est tenu quand même à Abidjan. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement, donc dans le cadre de cette conférence des partis des Nations Unies, donc liée à la sécheresse et à la désertification. Merci pour ces analyses. On va se retrouver donc demain avec toujours le même bonheur.